Nous nous sommes trompés dès le début sur notre modèle de développement. Nous avons péché par naïveté. Nous avons cru en la parole de l'ex-colonisateur. C'est scandaleux. Attends, patron du FMI, un des patrons en tout cas, qui me dit ça à moi. Pierre Goudiaby a conçu certains des monuments les plus emblématiques du continent. Depuis 5 décennies, en tant qu'architecte et homme d'affaires, il côtoie les grands de ce monde et porte une vision audacieuse pour l'avenir de l'Afrique. Vous savez, vous vivez, vous les jeunes, une époque extraordinaire. Vous avez tout sur une petite tablette. Vous n'avez pas le droit d'être bête. Vous avez encore moins le droit de ne pas savoir. Un jeune de 20 ans, aujourd'hui, quel conseil vous lui donnez ? Qu'est-ce que nous devons faire pour redonner l'espoir aux jeunes ? C'est d'abord, comme tout le monde, j'ai eu des moments très difficiles, mais je me suis résigné à dire que ça fait partie de la vie. Le bonheur, ce n'est ni l'argent, ni les considérations. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, j'en connais, et qui sont malheureux. Mais moi, quand j'ai des problèmes, c'est des problèmes de milliards. Et je peux ne pas en dormir. Bienvenue dans Afro Business, le podcast où les entrepreneurs africains nous partagent leur histoire, leurs rêves et les secrets de leur succès. Ce que vous entendrez ici, vous n'entendrez nulle part ailleurs, alors surtout, ça reste entre nous. Pierre Goudiaby, on parle de vous en tant qu'agitateur d'idées, opérateur économique, architecte forcément, mais vous, comment est-ce que vous vous présentez ? Bien, d'abord, merci de m'inviter. J'ai accepté, bien sûr, spontanément, parce que j'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites. Merci. Et surpris parce que je ne savais pas que vous aviez fait un TikTok, comment vous l'appelez, TikTok, c'est ça ? Et j'ai trouvé que c'était très bien fait, mais je ne savais pas qu'il avait fait. Donc quand je vous ai rencontré, j'étais très heureux de vous avoir rencontré. Merci. Alors, moi, je me définis peut-être comme un architecte du développement de l'Afrique. Parce que, pour moi, c'est certainement la chose la plus importante, parce que c'est le sujet sur lequel nous sommes en retard. L'Afrique accuse un retard extraordinaire, malheureux, dans son développement. Et ayant la chance de pouvoir analyser, parce que c'est mon métier. Vous savez, un architecte, c'est quelqu'un qui prend des choses qui apparemment n'ont rien à faire les unes avec les autres et qui en fait quelque chose d'harmonieux. Le studio dans lequel nous sommes, vous avez du fer, vous avez du bois, vous avez du sable, etc. On voit comment mettre tout ça. Donc je me dis que je vais peut-être prendre cette... j'allais dire, aptitude à faire fonctionner des choses qui apparemment ne peuvent pas fonctionner ensemble et que je me mettrai à faire ça pour aider au moins à entamer le développement de mon continent et de mon pays, bien sûr. Donc c'est ça, je me définis comme un architecte du développement. Et bien sûr, un architecte également, du bâtiment et des villes nouvelles. Voilà. D'accord. Donc quand vous êtes architecte du développement, ça veut dire que ce n'est pas uniquement dans l'architecture, mais c'est dans plein d'autres domaines également. Non, oui, parce que, comme vous le savez, vous avez lu mon parcours, j'ai par exemple, entre autres, été président de la Bourse. Ça n'a rien à voir avec l'architecture. C'était d'ailleurs la première fois dans le monde entier qu'un président d'un système boursier est président. Donc ça veut dire que je suis presque ce qu'on pourrait dire un touche-à-tout. Parce que tout m'intéresse. Vous savez, quand j'étais très jeune, j'avais 7 ans déjà, on m'appelait l'homme... Mes cousins, mes grands cousins m'appelaient l'homme connaît tout. Parce que je voulais répondre à tout. Voilà. Alors, ce qui m'a surprise, c'est que on ne parle pas de « Atepa l'entrepreneur ». Dans tous les mots qui sont mis pour vous définir, je n'entends pas le mot entrepreneur. C'est dû à quoi ? Parce que je ne suis pas entrepreneur. Entrepreneur dans le sens du bâtiment, c'est quelque chose qui réalise
ce que les architectes ont conçu. Donc moi, comme je dis, excusez-moi du terme, je ne me salis pas les mains avec le ciment. Je donne les idées, je donne les instructions de ce qu'il faut faire pour que le bâtiment soit construit. Donc c'est l'entrepreneur, c'est celui qui construit. Moi, je ne construis pas. On m'a même fait un procès là-dessus, hein, vous le savez. Mais vous avez quand même votre entreprise. Vous avez créé un groupe. Oui, non, le groupe... Dans ce sens-là d'entrepreneur, en fait. Oui, entrepreneur dans le sens large du terme. Quelqu'un qui sait entreprendre. Exactement. Mais pas entrepreneur du bâtiment. Oui. Si on est d'accord sur ça, ben on est d'accord. Je suis entrepreneur. Je suis quelqu'un qui entreprend. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qui fait, selon vous, avec l'expérience que vous avez, qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur réussit dans ses projets? Alors, il y a plusieurs facteurs. Je crois que le plus important, c'est certainement l'honnêteté dans ce qu'on fait. L'honnêteté dans ce qu'on fait et également savoir être patient. Il y a également, je devrais ajouter, aimer ce qu'on fait. Si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas réussir. C'est pas possible. Vous êtes contraint. Beaucoup de gens disent, enfin, de plus en plus j'entends, les gens qui disent, oui, choisissez quelque chose où vous savez que ça va marcher, choisissez quelque chose en fonction des besoins du marché, plutôt que de choisir quelque chose que vous aimez. Je ne suis pas sûr. Vous savez, le marché, il est immense. Le marché, il est fait de gens qui, d'abord, savent entreprendre. Je l'ai dit d'ailleurs dans mon premier livre qui s'appelle Oser. Oser entreprendre. Il ne faut pas avoir peur de l'échec, parce que l'échec fait partie de l'entrepreneuriat. Vous ne pouvez pas. Les échecs, il faut les analyser et essayer de faire mieux. Quand vous faites ça, au bout de 2, 3, 4, 5 fois, ben vous êtes obligé pratiquement de réussir. Et il ne faut pas avoir peur, encore une fois, de l'échec, parce que quand on a peur, on ne peut pas bien faire. J'ai justement cette impression que vous n'avez pas eu beaucoup de peur. Moi, je n'ai peur de rien. Et je pars du principe que quand vous voulez bien faire et que... c'est ça, quand vous avez le désir de bien faire, et pas pour vous seul, de bien faire pour la communauté, pour tous. Il faut également avoir cette générosité-là qui est essentielle. Si vous n'êtes pas généreux, vous ne pouvez pas travailler pour les autres. Parce qu'être généreux, c'est d'abord un don de soi et ne pas se regarder. Donc, si vous travaillez honnêtement pour le bien de la communauté, le bien de tous, et que vous savez comment gérer votre objectif, vous ne pouvez pas ne pas réussir, c'est pas possible. Par contre, le chemin, il y a souvent des embûches, hurdles, comme on dit en anglais. Bon, il faut savoir comment les surmonter. Et ne jamais se laisser aller au désespoir. Donc, moi qui vous parle, j'ai eu plusieurs échecs. Il y a des choses qui n'ont pas marché. Il y a des moments où j'étais très inquiet. Mais j'ai persévéré. Vous pouvez nous donner un exemple d'un moment où ça a été vraiment dur, vous avez été inquiet, mais finalement vous vous êtes retrouvé? Oui, il y a un moment, un peu, ça fait longtemps quand même, il y a 35 ans, 30 ans, j'avais un client important qui est décédé. Et ça m'avait fait un très gros trou dans ma trésorerie. J'ai surmonté, j'ai parlé à mes employés, je leur ai dit, écoutez, on va se serrer la ceinture pendant 6 mois, pendant 1 an, parce qu'il y a un imprévu. Et on l'a fait, et puis ensuite, au bout du compte, bon, on s'est relevé. Donc il ne faut pas avoir peur de trébucher. On peut trébucher, il faut avoir les réflexes de garder son équilibre.
Bon, et si vous le faites, il n'y a pas de problème. Moi, je ne vois vraiment pas de problème. Oui, mais c'est facile pour vous, peut-être parce que vous avez peut-être, c'est votre nature. Non, mais je pense aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui. Oui, non, c'est facile pour moi parce que j'ai trébuché. Ouais. N'ayez pas peur de trébucher, n'ayez pas peur de l'échec. Oui, mais d'où vous avez pris ces ressources-là, justement, pour vous dire, OK, c'est un coup dur, mais on va tenir. Je crois que c'est la conviction. Quand vous êtes sûr que ce que vous êtes en train de faire est d'abord bon pour vous et pour la société. Pour moi, l'un ne peut pas venir sans l'autre. Il faut toujours que l'objectif soit le bien-être des autres d'abord et de vous-même ensuite. Mais si vous voulez vous projeter toujours, ah oui, je veux gagner ci, je veux gagner ça, vous ne gagnerez rien de bon. Donc, est-ce que finalement, cette confiance-là, elle ne vient pas justement du fait que je sais que je fais bien? Ah oui, c'est surtout ça. Je sais que je fais pour le bien. Et je sais que je ne triche pas. Ouais. Et ça, forcément, ça donne de la confiance. Oui, ça vous dit, vous savez, vous nous dites que, oui, bon, quelque part, il y a Dieu qui veille, ses anges. Vous parliez de votre enfance, 7 ans, monsieur touche à tout, monsieur qui sait tout. Absolument, connaît tout, l'homme connaît tout. L'homme connaît tout. C'est comme ça que Parlez-moi de votre enfance, parce que on n'a pas beaucoup d'informations à ce sujet. Mais j'ai eu 2 enfances, si je puis m'exprimer ainsi. J'ai d'abord ma tendre enfance à Ziguinchor, dans les années 50, oui. Je suis né en 47. Donc j'étais avec ma maman, paix à son âme, et mon beau-père, Charles Bernard Jules, qui était le premier maire de Ziguinchor. Et j'ai vécu comme ça. Mon père était à Dakar. Papa Charles m'avait tellement gâté que j'accompagnais ma maman au marché jusqu'à 8 ans. Donc, excusez-moi le terme, je ne foutais rien à l'école. Donc, quand papa Gabriel a vu ça, il a dit à Charles, écoute Charles, renvoie-moi mon fils parce que toi, tu le gâtes trop, il ne va pas réussir sa vie. Alors, c'est comme ça que j'ai grandi à Ziguinchor avec mes frères et sœurs. Demi-frère, mais chez nous, il n'y a pas de demi. Hein. Le demi, il est entier. Et quand papa Gabriel a décidé qu'il fallait que je vienne à Dakar, je suis venu. Je me souviens, il m'a mis à l'école Saint-Michel. La première composition, j'étais déjà très âgé pour la classe, parce que jusqu'à 8 ans, j'accompagnais maman au marché. Et je suis venu, j'étais avant-dernier. Il a sorti la ceinture. C'est pas un exemple que je donne pour les parents, mais parfois il est bon de corriger les petits. Il a sorti la ceinture. Et 2 mois après, j'étais deuxième, et le 3e mois, j'étais premier. Et depuis, bon, j'ai pas relâché. Donc voilà, je suis venu à Dakar. Je me souviens toujours de ce coup de ceinture, mais ça a marché. Apparemment, c'est ce dont vous aviez besoin. En tout cas, j'en avais besoin parce que non, il y avait autre chose. Il a ajouté, si tu me ramènes une note comme ça, tu vas retourner non seulement à Ziguinchor, mais tu iras dans mon village Baïla, tu vas cultiver. J'ai dit ah non, ça il n'en est pas question. Alors j'ai dit ça vraiment, il n'en est pas question, mais alors pas du tout. D'accord. Et donc si vous êtes passé de dernier à deuxième de la classe, ça veut dire que vous aviez de bonnes dispositions. Oui, vous étiez un garçon curieux. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants qui ont de très bonnes dispositions, mais il faut les encadrer. Les enfants, il ne faut pas les laisser faire tout ce qu'ils veulent. Bah, ça a été un peu le cas pour vous jusqu'à 8 ans quand même, ou bien? Oui, mais heureusement que papa Gabriel a arrêté tout ça. Parce que, bon, comme dirait l'autre, j'aurais pu être un maçon, j'ai rien contre, tout au contraire, mais je suis architecte. Si j'avais continué avec maman, j'aurais été maçon, ce qui n'est pas plus mal. Mes enfants... C'était peut-être pas votre vocation ni votre destin, en tout cas. Absolument. Alors, une fois que vous arrivez à Dakar, je pense que vous êtes à la Médina.
On a commencé d'abord chez un oncle, Antoine Ferreira, qui était imprimeur et qui habitait à Rebus. Et après, papa m'a accueilli chez lui à la Médina. Ensuite, on a déménagé, on est allé à Dieuppeul. Et de Dieuppeul, quand j'ai perdu mon père en 65, mon oncle Émile Badiane, paix à son âme, qui était ministre de l'enseignement technique, a voulu que j'aille chez lui pour continuer mes études. Donc de 65 à 68, j'étais avec lui et ma tante Marie. Et qu'est-ce qui a donc ce changement de Ziguinchor, un contexte beaucoup plus naturel, rural, à Dakar, un peu plus urbain à l'époque en tout cas, à l'époque déjà, ce changement-là, ça a apporté quelque chose aussi? Ah oui, je crois. D'abord parce que si j'étais resté avec Papa Charles, j'étais tellement gâté que je foutais rien. Et bon, Mais je parle de l'environnement même. Oui, non, l'environnement c'était bien, mais moi j'aimais bien mon petit environnement à Ziguinchor. J'étais bien là-bas, j'étais doux, c'était doué, j'étais avec maman, je faisais ce que je voulais. Et vous étiez passionné de théâtre, ça a commencé à quel âge ça? Alors le théâtre, c'est quand je suis arrivé à Saint-Michel, à 8 ans. À 8 ans. Et on m'a donné un petit rôle d'un cordonnier, je me souviens bien, le petit cordonnier, etc. Et les gens ont pensé que j'avais bien performé, comme dirait l'autre. Et bon, ensuite, à l'année du bac, Gérard Chenet, paix à son âme, il est décédé il y a 1 an juste, m'a fait intégrer son groupe et on faisait du théâtre à Sorano. J'y ai tenu un rôle important, principal, dans ce qui était appelé les fiançailles tragiques de Djibril Tamsir Niane. Les fiançailles tragiques, je jouais le rôle de Céfédo, etc. Et j'ai réussi à faire pleurer Amadou Mokhtar Mbow, qui était à l'époque ministre de l'Éducation nationale. Et il était dans la salle, après il est venu me voir dans la loge pour me dire que je l'ai fait pleurer. Et bon, c'était une pièce à succès, hein, les fiançailles tragiques, Céfédo, Sarata, etc. Et de là, j'ai voulu être acteur de cinéma, j'ai voulu aller à Hollywood. Carrément? Oui, carrément, absolument. Hollywood. Absolument. Et quand j'ai eu mon bac, j'ai dit à mes parents que je voulais aller à Hollywood. On m'a dit non, tu n'iras pas là-bas parce que là-bas, il y a la débauche. Toi, si on te laisse à Hollywood, tu es foutu. Bon, puisque quand je suis revenu donc, de Ziguinchor, je servais la messe à Saint-Joseph. Le curé de l'époque, le père Gervais, m'avait initié un peu à l'architecture. Donc, il faisait des dessins. Le clocher, par exemple, de l'église Saint-Joseph de Médina, c'est moi qui l'ai choisi. J'avais 10 ans. D'accord, aussi jeune que ça? Oui, il m'a montré les plans qu'il avait faits. Il y en avait 3. Il me dit, bon, Pierre, c'est toi qui vas choisir. Et j'ai choisi le clocher qui est là actuellement. Donc, c'est là où j'ai connu, parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas le métier d'architecte. À l'époque, on voulait être médecin, on voulait être ingénieur, oui, pourquoi pas. On voulait être enseignant. Et voilà, architecture, on ne connaissait pas. Alors, il se trouve que à Saint-Michel, non, plutôt après Saint-Michel, quand j'ai eu mon bac, non, quand j'ai eu mon brevet, je suis allé à Blaise Diagne. Là, j'ai continué à faire du théâtre avec Amal Bourgi. À l'époque, je dois dire que, et permettez-moi cette parenthèse-là parce qu'elle est importante, la communauté libanaise était beaucoup mieux intégrée. À l'époque? Oui, et je regrette qu'aujourd'hui, et c'est quelque chose qui me préoccupe,
On a comme l'impression que la communauté libanaise s'est dissociée. En tout cas, je sens une rupture avec l'autre composante de notre belle nation. Et je leur lance un appel pour qu'on puisse revenir un peu à ce qui se passait avant. Il y avait une meilleure intégration. Est-ce que c'est eux qui doivent faire un pas ou bien c'est peut-être l'autre partie de la nation qui doit faire un pas? Je crois que c'est les deux, mais je pense que c'est d'abord eux. Mais ça, on verra ça dans peut-être une autre émission, parce que c'est un sujet éminemment important, très important, qu'il ne faut pas traiter comme ça. Moi, je suis très nostalgique de la belle époque, vraiment, où il n'y avait pas de scission. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Je le dis pour le déplorer. Il y a des quartiers où vous n'avez que des Libanais. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous avez des immeubles, si vous venez, on vous dit il n'y a pas de place, vous voulez l'acheter. Non, un Libanais vient, on lui donne. Il faut que ça s'arrête. Comment on va arrêter ça? Je pense qu'il faut qu'on parle à l'autre communauté et que l'autre communauté nous parle. Mais je le dis parce que j'ai pas l'habitude de la langue de bois. Je le dis parce que c'est un danger qui nous guette. Demain, nos enfants pourraient avoir des problèmes avec une communauté avec laquelle on s'est toujours bien entendu et bien comporté réciproquement. Donc je le jette comme ça, puisque vous m'interrogez et que ça m'est venu. Je suis vraiment nostalgique de cette belle époque où Choucair, par exemple, je vous donne un exemple, Choucair, paix à son âme. Choucair, un jour, mon parcours professionnel, on en parlera. Je me suis chamaillé avec mon premier associé, que je nommerai pas parce que c'est un grand frère que je respecte beaucoup. Et j'ai claqué la porte, je sors et je tombe sur Choucair. Il me dit, Pierre, comment ça va? Je dis, oui, non, je viens de claquer la porte de là où je travaille. Je vais chercher un endroit pour installer mon bureau. Il m'a dit, écoute, j'ai des bureaux place de l'Indépendance, il faut les prendre. Comme ça, sans rien. Non, tu le prends. Bon, je me suis débrouillé autrement. Mais c'est vous dire un peu l'ambiance qu'il y avait et que nous n'avons plus. Mais enfin, revenons à notre sujet principal, n'est-ce pas? Donc... vous disiez Blaise Diagne? Blaise Diagne. Alors, Blaise Diagne, j'arrive, je salue d'ailleurs quelqu'un qui m'a très bien reçu à Blaise Diagne, qui était le grand Fati. Enfin, qui est toujours le grand Fati, parce qu'il est encore parmi nous, Yalna Yago. Et c'est lui qui était procureur, je crois. J'avais décidé avec Amal Bourgi, justement, de faire Blaise Diagne Flash. Un journal, j'étais journaliste aussi. D'accord. Voyez-vous? Incroyable, vous avez tout fait. J'ai tout fait, ou presque. Donc, on a créé Blaise Diagne Flash. Et dans Blaise Diagne Flash, je parlais des métiers d'avenir déjà. Et je me souviens d'un journal que nous avons fait, et j'ai décidé de parler d'architecture. Et j'ai décidé de parler d'architecture. Je suis allé donc interviewer le père Gervais. Et c'était un bel article. J'ai fait de la recherche, j'ai vu qu'il y avait un certain Le Corbusier, dont je me suis inspiré après d'ailleurs, etc. J'ai fait un article, et puis à la fin de l'article, j'ai dit, mais merde, pourquoi tu ne serais pas architecte? Et voilà comment c'est parti. C'est comme ça que ça s'est passé. Aussi simple que ça. Waouh. Moi, j'aimerais comprendre d'où ça vient. Vous faites du théâtre, ça marche très bien. Vous dites, OK, Hollywood. Vous faites un article sur l'architecture, et puis tout d'un coup, vous dites, tiens, je vais être architecte. Est-ce que c'est dû au contexte de l'époque où il y avait quand même beaucoup d'opportunités, ou c'est simplement vous qui êtes comme ça? Oui, c'est les deux. C'est les deux. Il y avait beaucoup d'opportunités, bien sûr. Je me souviens que quand j'ai eu mon bac, j'avais le choix entre 3 bourses. J'avais une bourse de l'Union européenne, j'avais une bourse pour aller au Canada
j'avais une bourse pour aller aux États-Unis. Alors, puisque je m'étais lié d'amitié vraiment avec mes profs, et plus particulièrement en prof d'anglais, Donald William Patrice, dont je me souviens le nom, bien sûr, je parlais bien anglais déjà à l'école, au lycée. Et quand j'ai eu mon bac, j'ai dit, mais attends, je parle déjà anglais. Pourquoi je vais aller en France? Je vais aux États-Unis. Et c'est là où je voulais aller à Hollywood. Et on m'a dit, niet. Et j'ai dit, bon, dans ce cas, puisque je sais ce que c'est que l'architecture, eh bien, je vais être architecte. Et j'ai eu la très grande chance de faire une des meilleures écoles d'architecture des États-Unis, qui s'appelle le Rensselaer Polytechnic. À l'époque, on était une dizaine de Noirs. J'étais le seul Africain. Une dizaine de Noirs. Bon, ça s'est très bien passé. D'accord. Et donc, il n'y a rien dans votre jeunesse, dans votre enfance, qui vous a donné cette, je dirais pas impétuosité, mais en tout cas cette audace, le fait de n'avoir peur de rien. C'est simplement en vous alors, c'est pas... Il n'y a pas eu un événement. C'est en moi, et bon, c'est peut-être également dû à l'éducation que j'ai reçue. Moi, bon, vous savez, d'abord avec papa Charles, ça y est Charles, il faut que je vous donne cette anecdote, c'est un métis. Quand vous entrez dans mon bureau, vous avez un beau métis qui est là. Vous avez ma maman et vous avez mon papa. Alors Charles, puisque c'est un bon métis, quand on était ensemble, quand il venait à Dakar, bien sûr, quand on était ensemble, je disais c'est mon papa. Alors les gens tournaient les yeux 3 fois. Mais c'était un homme extraordinaire, d'une très grande générosité. Et je pense que je suis le fruit un peu de ça, de Charles, de Gabriel, de ma maman, de Émile Badiane, qui était un grand homme, comme il nous en manque tant aujourd'hui. Émile Badiane, je ne sais pas comment vous décrire cet homme-là, parce qu'à l'époque, bien sûr, le bien matériel n'intéressait pas les politiciens. Ils avaient des objectifs nobles. Ils ne s'attachaient pas au bien d'ici-bas, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je suis peut-être un peu le fruit de tout ça. Un jeune de 20 ans, aujourd'hui, qui veut se lancer dans la vie, qui veut entreprendre, quel conseil vous lui donnez? Vous savez, vous vivez, vous les jeunes, une époque extraordinaire. Vous avez tout sur une petite tablette. Vous n'avez pas le droit, non seulement d'être bête, vous n'avez pas le droit d'être bête, vous avez encore moins le droit de ne pas savoir. La plupart des choses que je développe, encore une fois, comme je vous ai dit, j'ai dirigé la bourse, j'ai jamais pris de cours d'économie, jamais de ma vie. Mais j'ai appris. Je suis allé sur la bourse pour les nuls. Et voilà. J'ai appris jusqu'à diriger la bourse. Vous comprenez? Donc oui. La première chose, c'est ça, apprendre. Apprendre. Avoir des connaissances. Avoir des connaissances. Et aujourd'hui, vous avez encore une fois tout sur une tablette. Tout. Tout, tout, tout. Là, on est dans la pisciculture, par exemple, mais on en parlera tout à l'heure. Parce que je voudrais qu'on fasse une relecture de la pêche artisanale qui ne nourrit plus son pêcheur. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, avec ça, moi, j'ai appris. Par exemple. On trouve les réponses aux questions, on se pense. Mais donc, première chose, pour le jeune qui veut démarrer... Il a tout ici, il doit pouvoir. Vraiment, sans professeur, sans rien, il peut apprendre tout seul. Mais je peux comprendre ce que vous me dites, mais pour le jeune qui est un peu désabusé, qui pense à partir, à prendre les bateaux pour risquer sa vie, pour partir ailleurs. Vous lui dites, oui, tout est dans ton téléphone, tout est dans Internet. Non, ça c'est l'aide pas ça. Beaucoup. Pour les jeunes, c'est plus complexe. Il y a d'abord, je pense, que nous n'avons pas réfléchi globalement au développement. Parce que tout vient, il me semble,
du fait que nous nous ayons pas posé les véritables problèmes. Avant d'en arriver aux jeunes qui est désemparé, et c'est vrai, il faut d'abord parler du cadre global de notre développement. Parce que si vous prenez le problème par « ok, réglons ça », on n'y arrivera pas. Il faut une voir démarche les choses. holistique. Merci beaucoup. Et quand on analyse, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Nous nous sommes trompés dès le début sur notre modèle de développement et également sur ce que nous devions faire pour être, je ne veux pas dire riche, mais pour ne pas être pauvre. Les autres se sont posé cette question-là, ils ont trouvé les réponses. Nous ne nous sommes jamais posé cette question-là. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, moi, mon objectif déclaré, c'est de voir comment éradiquer la pauvreté. Donc, je vous disais il faut voir la chose de manière, comme vous dites vous-même, holistique. Qu'est-ce que nous devons faire pour mettre notre pays, pour ne pas parler du continent, sur une trajectoire de développement qui nous soit utile? Ça, c'est la première question. Et je vous offrirai mon livre « Oser ». Vous verrez que le premier article, c'est de revoir les fondamentaux. On a tout faux. On a tout faux d'abord parce que, je ne veux pas en parler, mais il faut bien en parler. Je trouve, pour vous donner un exemple, nous n'allons pas trop loin. Nous devenons un pays pétrolier. Et bien sûr, si vous êtes un pays pétrolier, vous voulez faire partie de l'OPEP. Eh bien, on ne parle pas français à l'OPEP. On parle anglais. Donc, vous ne pouvez pas, c'est fondamental, être un pays pétrolier, vouloir sortir le maximum de votre pétrole en le transformant éventuellement et surtout, heureusement, sans parler anglais, sans que vos populations ne parlent anglais. Donc, et c'est fondamental, et j'ai dit ça en France, il faudrait déjà dans l'éducation que nous faisons. Moi, si j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'ai parlé anglais très tôt. Oui, ça fait partie de mes chances. Donc, les fondamentaux, c'est quoi? Nous avons du pétrole, nous avons du gaz. Vous ne pouvez pas développer le pétrole et le gaz si vos populations ne parlent pas, en tout cas votre élite ne parle pas anglais. Et je ne peux que être d'accord avec vous, surtout que vous parliez d'Internet et que la grosse majorité des ressources sur Internet sont en anglais, en français aussi un petit peu, mais on est quand même dans un pays, par exemple le Sénégal, où la moitié de la population ne parle même pas français. Donc, et vous venez avec l'anglais, ok, je suis d'accord, au niveau macro, c'est bien, mais concrètement, comment est-ce qu'on... Tous ceux qui parlent français, et ils sont nombreux, devraient pouvoir parler anglais, parce que vous le savez mieux que moi. Vous savez que nous, nos méninges, notre cerveau de Sénégalais, il absorbe beaucoup de choses. Donc, nous avons déjà cette aptitude. Nous ne sommes pas comme d'autres pays ou d'autres peuples que je ne nommerai pas, mais nous avons cette aptitude-là. Et nous avons faim de ça. Vous savez, ça vous coûte la même chose de parler 2 langues, ou 3 ou 4. Ça vous coûte la même chose. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, il n'y a pas c'est pas un investissement, c'est uniquement une volonté. Mais c'est une volonté qui vient de là-haut. Et c'est pour cela, encore une fois, que je préconise que l'anglais soit la 2e langue de travail du Sénégal. Et je vais à Londres dans 2 semaines. J'ai même pris un rendez-vous avec un ancien Premier ministre britannique. Tony Blair? Non, je ne vous dirai pas le nom. Pour qu'il nous aide à rentrer dans le Commonwealth. Ah d'accord. Carrément. Vous voulez faire comme le Gabon? Comme le Gabon, comme le Rwanda. Mais regardez l'exemple du Rwanda. Une des raisons des succès de Kagame, je n'ai rien contre la francophonie, tout au contraire. Mais une des raisons du succès de Kagame,
c'est qu'il parle anglais. Et tout le monde parle anglais maintenant en Ouganda. C'est une décision qu'on prend. On dit, écoutez, à partir de maintenant et dorénavant, tout le monde va parler anglais parce que, encore une fois, nous entrons dans l'économie du pétrole. C'est fondamental. Et c'est là où, pour en revenir aux jeunes qui est désespéré, si on ne règle pas les fondamentaux dès le départ, il continuera à être désespéré. Et vous savez, si vous analysez le fait que nos enfants prennent des pirogues, ils ne vont pas pour vendre de la drogue. Ils ne vont pas pour être des... Ils vont uniquement pour chercher du travail. C'est aussi parce qu'on leur a vendu du rêve. Mais le rêve fait partie de la vie. C'est Oui, à nous de vendre c'est à nous de vendre le vrai rêve. Et c'est ce que je fais. Et le rêve Africain. Il est possible. Le rêve, il est possible. Il y en a un qui nous faisait rêver tous les jours. C'est mon papa, Maître Wade. Le président Wade nous faisait rêver. Et c'est pour cela qu'il est dans le cœur des Sénégalais. Et ses rêves, je vous dis, parfois il m'appelait à minuit. Pierre, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je fais rien. Bon, ma femme, tu peux pas lui dire que tu dors. Je dis, non, il faut pas gâter mon hatchéké. Je venais au palais, et puis on discutait, on créait des rêves, et on essayait de les réaliser, jusqu'à notre fameux monument. On n'avait pas un centime pour faire le monument. Il m'a dit, Pierre, voilà, dans mon livre, tu as lu le livre? Je dis non. Alors, comment, tu n'as pas lu mon livre? J'ai dit non, monsieur le président, je ne l'ai pas lu. Il dit, bon, chapitre temps... Ça, c'était mes rapports. Avec Wade, on en parlera. On peut passer des heures à en parler. Il est magnifique, ce papa-là. Alors, il me dit non, dans mon livre, voilà ce que j'ai dit. Est-ce que tu peux me faire ça? Je dis bien sûr, monsieur le président. Vous savez, hein, on peut tout faire, nous. Et 2 jours après, je viens, voilà, on discute jusqu'à l'inauguration Du monument de la Renaissance. Alors, on va en parler un petit peu parce que c'est quand même un monument qui, à l'époque, a fait parler, les gens disent oui, mais on devait mettre l'argent ailleurs. Mais c'est côté visionnaire, sur du long terme, c'est ce qui peut justifier qu'on se lance dans un projet pareil. Et aujourd'hui, on voit le succès et la référence, le symbole de ce monument partout en Afrique et même au-delà. Bon, parlez-moi, comment est-ce que ça s'est fait précisément dans votre tête? Comment donc Wade vous en parle, et vous, comment est-ce que vous donnez naissance? Comment vous nourrissez l'idée? Ben, on discute, il me dit ce qu'il veut, je suis son architecte, et je lui dis oui, on va le faire. Donc, et je lui dis, voilà là où il faut le faire. Parce que je passais souvent devant les mamelles, je lui dis, vous savez, vous avez rêvé d'un colosse qui vient des entrailles de la terre, nous avons déjà l'endroit. Il me dit, c'est où? Je lui dis, les mamelles. Et pour la petite histoire, quand j'étais aux États-Unis, bon, je faisais un peu tout, de la sculpture, de la peinture, etc. Parce que dans l'univers architectural, il faut faire toutes ces choses-là. Et je me souviens de la toute première sculpture que j'ai faite, c'était sur les mamelles. C'était une sculpture en fer avec les deux mamelles de Dakar. Et je lui ai dit, mais monsieur le président, on a un endroit idéal, c'est les mamelles. Il me dit, on y va. Donc, on est allé visiter avec Mme Boy, oui, qui était ministre des Affaires étrangères, une très charmante et grande dame, s'il en est. Nous avons grimpé jusqu'au sommet, et je lui ai dit, voilà, monsieur le président, est-ce que ça vous va? Il me dit, top. Et donc, il me dit, mais comment on va faire? On n'a pas d'argent. Je lui ai dit, monsieur le président, j'ai fait les calculs. Si on regarde l'ancienne piste, qui est désaffectée, même si on doit l'utiliser, quand on a fait le tracé, techniquement, il nous faut 300 mètres. 150 mètres de l'axe de la piste. Et si nous respectons ça, il nous reste beaucoup de foncier. Nous allons faire une dation en paiement à des gens qui vont l'exécuter. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors les gens n'ont pas compris, mais ça c'est normal. Les gens ont dit, je vais vous raconter une anecdote. Quand on a fini et que la polémique a commencé à enfler,
Et le président m'appelle, il me dit Pierre, je ne tiens plus, quoi, vraiment, les critiques sont trop, et puis ces gens-là qui me disent que la cuisse de la femme est trop dénudée. Est-ce qu'on peut couvrir la cuisse de la femme? Je lui ai dit oui, monsieur le président, il n'y a pas de problème, je vais demander aux Coréens de me faire un devis pour couvrir la cuisse. Et on amène le devis, ça faisait 600 millions, 622 millions. Je lui ai dit, monsieur le président, ça fait 622 millions. Il dit quoi? Pour un pagne? Je dis oui. Il dit, bon, on va faire un petit pagne alors. Je dis, ça sera pire, parce que Betcholay donne. Et là, ils vont nous sortir du pays. Il me dit, bon, alors on laisse comme ça. Donc voilà mes séries avec Wade, qui ne craignait rien, parce qu'au fond de lui-même, il voulait développer ce pays-là. Il avait cette ambition, et j'allais dire, cette générosité. Sans générosité pour l'autre, vous ne pouvez rien faire. En même temps, vous dites, notre génération a échoué. Et aujourd'hui, si on compare à 2000 l'avènement au pouvoir de Maître Wade, on ne peut pas dire que le Sénégal a forcément suivi le meilleur scénario possible. Oui, disons-le comme ça. C'est clair, je le dis tout le temps. Nous avons échoué. Qu'est-ce qui fait que vous avez échoué? Vous dites votre génération, c'est pour ça que je vous dis. Oui, non, on a échoué. Non, mais c'est clair. Écoutez. Et qu'est-ce qu'il faut faire différemment maintenant? Ok, ce qu'il faut faire différemment, qu'on le veuille ou pas. Moi, je crois que les remous que nous voyons depuis 1 an ou 2 dans la sous-région sont significatifs. Vous avez des jeunes qui disent non, il faut voir la coopération, le partenariat avec l'Occident autrement. Vous comprenez? Je pense que nos aïeux, enfin même pas nos aïeux, nos grands frères et nous-mêmes, nous avons péché par... je ne sais pas quel est le mot juste, mais nous avons été naïfs. Nous avons péché par naïveté. Nous avons cru en la parole de l'ex-colonisateur. Si vous prenez l'exemple du Niger, quand vous voyez combien de milliards de dollars a été pompé du sous-sol nigérian, et combien ils en ont eu pour leur compte. C'est scandaleux. Nous n'avons pas su négocier avec l'ancien ou l'ex-colonisateur. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous voyons tout ce remue-ménage. Nous voyons tout ce qui se passe, qui peut être dangereux de conséquences. Pourquoi ? Parce qu'on a comme l'impression que, il y a un ras-le-bol. On se donnera au premier venu. Or, c'est pas ça. Il s'agit de l'avenir de nos nations. Il ne faut pas agir par impulsion. Pour une fois, n'agissons pas par impulsion. Prenons la tête, réfléchissons de la manière la plus froide possible sur l'avenir que nous voulons pour nos nations et plus particulièrement, puisque nous sommes des États ex-francophones qui se rebellent, qu'est-ce que nous pouvons sortir de cette rébellion qui soit positif? Et encore une fois, pour revenir aux jeunes désespérés, je pense qu'il y a un slogan qui est très simple pour nous sortir d'affaires. C'est transformer, encore transformer, beaucoup transformer, toujours transformer, pour parler comme Wade qui parlait du travail. C'est-à-dire ne pas se contenter de vendre nos matières premières à des prix souvent dérisoires, mais les transformer pour vraiment pouvoir profiter de la valeur ajoutée. Et c'est ça, ce n'est pas d'abord, ce n'est pas une simple affaire, mais c'est une affaire à faire.
Et je l'ai démontré plusieurs fois. Quand, encore une fois, permettez que je le redise, parce que peut-être à force de le dire et de le redire, les gens comprendront. Vous avez à 600 km de Dakar de la bauxite à n'en plus finir. C'est avec la bauxite qu'on fait l'aluminium, qui est un des matériaux, pour revenir à l'architecture, c'est le matériau vedette de l'architecture d'aujourd'hui. Il y en a deux, le verre et l'aluminium, et un peu le fer. Ces trois-là, nous en avons en abondance. Alors pourquoi diantre laisser les gens prendre la bauxite, faire 15 000 kilomètres pour aller la transformer à Dubaï, refaire 15 000 kilomètres pour venir être vendue au Sénégal, alors qu'à côté, à 600 kilomètres, nous pouvons les transformer et les vendre au Sénégal et dans le reste de l'Afrique. Il en est de même, et je terminerai par là, il en est de même du fer. Nous avons un peu de fer à la Falémé. Mais nous avons un pays voisin dans lequel je travaille, la Sierra Leone, qui a peut-être, je ne sais pas, 30 ou 40% des réserves mondiales. La Sierra Leone est à 2 pas. Et, encore une fois, excusez-moi, mais puisque vous m'invitez et que j'avais décidé de ne pas trop parler, eh bien, je vais parler. Le minerai de fer de Sierra Leone, par exemple, à 850 km d'ici, vous avez le port de Pepel, qui est un port minéralier. Le fer fait 10 000, 15 000 kilomètres, comme la bauxite, pour être transformé et nous revenir. Je vais faire une petite parenthèse. Vous savez qu'il y a un indice de développement qui est basé sur le tonnage de fer par habitant. Les États-Unis, le pays le plus développé, on vient jusqu'il y a une semaine, parce que les Chinois ont pris la relève, ils ont en moyenne 1 tonne de fer par habitant. Les Chinois, ils étaient à 600 kilos. 600 kilogrammes. Ils sont toujours... Ils ont augmenté quand même. Et maintenant, ils doivent être à 800. Et puisqu'ils sont beaucoup plus nombreux que les Américains, ils ont pris le lead. Le pays, depuis une semaine ou deux, le pays le plus riche au monde, c'est la Chine. Ce n'est plus l'Amérique. Or, nous, d'où viennent ces ressources, les matières premières, nous sommes à 50 kilos par habitant. Or, il a été démontré que si vous n'avez pas 200 kilos au moins par habitant, vous ne pouvez pas être développé, c'est pas possible. Bon, c'est un indice. C'est un indice qui est qui est très clair et qui vous montre le retard que nous avons pris. Alors, nous, ce que nous disons, si nous prenions ce minerai de fer de la Sierra Leone, cette bauxite de la Guinée. Pourquoi le Sénégal? Parce qu'on a découvert le gaz et le pétrole. C'est clair. Si on ne l'avait pas découvert, je ne serais pas là à démontrer ce qu'on doit faire. Nous avons du gaz et du pétrole. C'est à nous. C'est nous qui devons décider. Et la petite histoire que je voulais vous raconter, c'est que, en ma qualité de président du Club des investisseurs, avec mon ami de la CNES, comment j'ai un trou de mémoire. C'est pas grave. Vous avez cité beaucoup de noms, vous avez une excellente mémoire. Vous pouvez oublier un, c'est pas grave. Ah non, mais c'est mon ami en plus. Bon, bref, je viens. Lame. Oh, Lame, tu m'excuses. Hein. Alors, avec mon ami Lame m'invite à une réunion avec les grands patrons du FMI. Non, on est là. Et le monsieur, dont je tairai le nom, charmant par ailleurs, et sûr de lui, nous dit, écoutez, les Sénégalais, ne vous faites pas d'illusions. J'ai des témoins. Hein. Ne vous faites pas d'illusions. Votre pétrole et votre gaz ne changera pas grand-chose dans votre économie. Attends, le patron du FMI, un des patrons en tout cas, qui me dit ça à moi. Quels étaient les arguments pour justifier ça? Moi, j'ai compris ces arguments.
Quand il a dit, j'ai dit, arrêtez s'il vous plaît, je sais de quoi vous parlez. J'ai dit, vous savez, monsieur G, vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Notre pétrole et notre gaz ne vont rien changer dans notre économie. Mais comme on dit en mathématiques, si et seulement si nous vous écoutons. Alors là, c'est vous qui allez m'écouter. Je dis, vous savez, dans votre comptabilité, pour qu'on rembourse tout ce que vous nous donnez, vous avez estimé le gaz à 1,25 € le mètre cube. Effectivement, si on fait ce calcul-là, on va vous rembourser toutes les dettes, il nous restera un peu d'argent, oui, mais ça ne changera pas notre économie. Mais moi, monsieur le directeur, je viens de la Sierra Leone où je négocie une mine de fer. Quand je l'aurai, le gaz, on l'a, mais au lieu de faire comme vous, de le vendre 1,25 €, voilà ce que je souhaite, moi, opérateur économique sénégalais, que nous en fassions. Si j'achète de la mine que j'essaie de contrôler 2 tonnes de minerai de fer, je l'achète 200 $. Si je l'amène au Sénégal, je prends 30 mètres cubes de gaz. Dans vos calculs, ces 30 mètres cubes de gaz, vous l'avez comptabilisé 45, 48 $. Ou euros, c'est la même chose aujourd'hui. Allons jusqu'à 50. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai besoin des 30 mètres cubes pour transformer mes 2 tonnes de minerai de fer ici à Dakar, parce que c'est pas loin. Le transport, il est presque gratuit. Avec donc 30 mètres cubes de gaz, je sors 1 tonne de fer. Le fer, monsieur le directeur, je le vends 1500 $ la tonne. Pour 50 € de gaz investi. Vous dites quoi? Il me dit, monsieur le président, vous avez parfaitement raison. Je dis, puisque c'est vous qui le dites, allez dire à nos dirigeants qu'au lieu de vendre le gaz, on peut en vendre un peu pour vous rembourser. Mais j'ai vu les chiffres. Nous en avons assez pour transformer pratiquement toutes les matières premières qui nous entourent dans les 100 ans qui viennent. C'est ça le développement, monsieur le directeur. Comment on fait pour ne pas passer à côté? Parce que les richesses en Afrique, elles ont toujours été là. Aujourd'hui, au Sénégal, c'est le gaz et le pétrole, certes, mais on est un continent très riche. Les richesses, les ressources, les matières premières, elles ont toujours été là. Et l'Afrique n'a pas encore atteint le stade de développement. Je dis l'Afrique parce que c'est plus simple d'utiliser ce mot générique. Donc, moi, je veux bien, mais je veux aussi concrètement, vous êtes un grand visionnaire. Vous n'avez pas peur, vous êtes très audacieux, vous êtes un très bon négociateur aussi. J'aimerais bien que vous me donniez quelques trucs de négociateur, apparemment. Mais au niveau un peu plus micro, des jeunes ou moins jeunes qui se battent tous les jours pour faire marcher leur business, je veux dire, tout ça n'intervient pas dans leur quotidien. Mais tout ça se résume. Vous savez, quand j'ai vu l'autre jour, quelqu'un m'a dit, oui, mais tous les immeubles qui sont en train de se construire à Dakar, ça va être vide. J'ai dit oui. Tout dépend de la richesse nationale. Et quand vous allez changer les fondamentaux, quand, par exemple, encore une fois, vous allez faire du Sénégal un hub pour le fer, un hub pour faire de l'aluminium. Je prends que ces deux-là. Mais vous transformez toute la donne. Parce que, encore une fois, les chiffres dont nous parlons sont extraordinaires. Et ce sont ces chiffres-là qui vont nous sortir de la pauvreté. Le problème que nous avons, c'est quoi? Nous devons nous partager la pauvreté. Si maintenant vous fabriquez la richesse, et on peut le faire, après je vous dirai comment, mais vous allez partager la richesse et plus personne ne prendra de bateau. C'est les autres qui vont prendre des bateaux pour venir. Et je vous ai expliqué comment.
Encore une fois, n'ayons pas peur. C'est la raison pour laquelle, au Club des investisseurs, un des projets que nous avons, qui est un projet que nous avons mis sur la table, c'est justement ce projet de faire un hub minéralier du Sénégal. Ça nous prendra 5 ans, 6 ans, 10 ans, qui sait. Mais est-ce que vous savez que sur un rayon, et c'est pas moi qui le dis, c'est le fonds GIP, sur un rayon de 960 km de Dakar, vous avez 26 milliards de tonnes de minerai de fer. 26 milliards. Si vous le transformez, vous parlez de 1400 milliards de dollars. Ou plus. Je ne sais même pas, les chiffres sont tellement faramineux que c'est ces chiffres-là qui vont nous sortir de la pauvreté, rien d'autre. Et il suffit simplement de prendre la décision ici et ailleurs. D'autant plus que nous avons la ZLECA qui voudra que quand vous faites cette tasse de Hataya, que vous puissiez faire ça ici et que vous puissiez vendre ça à travers toute l'Afrique sans taxe, sans douane. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? L'Union européenne, le G7 plutôt, et notre président y était, il a été invité d'honneur il y a 1 an et demi, a décidé de mettre 600 milliards de dollars pour contrecarrer l'influence de la Chine. J'ai rien contre la Chine. J'avais un bureau là-bas pendant 6 ans à Pékin. Mais bon, c'est le développement. On prend chez celui qui vient. Si maintenant le G7 veut faire la guerre à la Chine en Afrique, mais c'est tout bénef pour nous. Qu'est-ce que nous devons faire pour que ce flux de 600 milliards puisse nous servir, nous, à transformer in situ nos matières premières? Et c'est là où nous avons, ce n'est pas un secret, nous sommes en rapport avec, par exemple, le prince Ben Sultan, MBS, Mohamed Ben Salman. Ben Salman, pardon, Sultan c'est son père, qui sur le principe est d'accord pour que nous puissions revoir ce que Valéry Giscard d'Estaing appelait de son temps, oui, vous n'étiez pas né, s'il vous plaît. Oui, à peine. Ce que Valéry Giscard d'Estaing appelait le trilogue. Le trilogue, selon Giscard, c'était de prendre la technologie française, parce que quand même on peut les aimer ou ne pas les aimer, ils ont une des meilleures technologies au monde, et le know-how, le savoir-faire, utiliser l'argent des Arabes pour transformer, faire les transformations qu'il faut en Afrique, notamment transformer leurs matières premières. Je ne fais qu'une relecture du trilogue de Giscard. Ouais, 50 ans après. Alors, aujourd'hui, un peu moins quand même. Giscard, c'était les années 70 40. Oui, un peu plus. 50 ans après, oui, pourquoi pas. Je dis qu'il faut en faire une relecture. Le G7 décide de mettre autant d'argent, c'est tant mieux. Nous avons pu convaincre le prince pour lui dire, bon, écoutez, le terrain est presque vide aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait pour faire une relecture de ce fameux trilogue? D'autant plus que je sais très bien qu'il est très bien avec Macron. Okay, parce Comment faire? On n'en a pas vu beaucoup d'applications de ce trilogue. Non, il n'y a pas eu d'application du tout, parce que Giscard est parti malheureusement avec son trilogue et personne n'a voulu en faire une relecture. Moi, je souhaite qu'on en fasse une relecture. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite pour ne pas la nommer, ils ont énormément d'argent qu'ils veulent investir. Or, notre fameuse route de l'acier et de l'aluminium, c'est de l'investissement extrêmement rentable. C'est comme ça qu'il faut voir la donne. Et c'est en faisant des investissements rentables que nos enfants seront riches et ne prendront plus de pirogue.
il n'y aura plus le désespoir. Mais tout ça, encore une fois... À condition que les richesses soient bien réparties. Non seulement ça, mais que nous ayons de la bonne gouvernance et qu'également nous éradiquions la corruption dans notre pays. Vous comprenez? Ça fait beaucoup de préalables. Oui, mais on peut les régler. C'est beaucoup de préalables. Non, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3 ou 4. Oui, mais ils sont solides. Ils sont solides, mais c'est justement avec la détermination de ces jeunes que je vois aujourd'hui. Il faut qu'on leur dise non, ne partez pas. Vous partez, ça sera pire là-bas. Mais si vous restez et que vous battiez, normalement, je ne dis pas d'aller brûler les pneus, j'ai dit de rester, de prendre la connaissance, d'apprendre. C'est l'éducation. Vous savez, on a parlé pendant 1 heure, on n'a pas parlé de l'essentiel, parce que l'essentiel, c'est l'éducation. On l'a dit dès le début, que le savoir, la connaissance, on en a parlé dès le début. Oui, mais on n'a pas parlé de l'éducation. OK. Le système d'éducation. Le système d'éducation. Parce que, comme je l'ai dit il y a 10 ans dans Oser, vous ne pouvez pas continuer à faire ce que nous faisions quand j'avais 8 ans, quand j'avais 7 ans, ce que je vous racontais, l'homme connaît tout. Vous ne pouvez pas, on ne peut plus aller au tableau noir avec la craie blanche pour apprendre aux enfants. Vous avez ça, le e-learning, le e-education. C'est ça qui va nous sortir d'affaires. Apparemment, ça a pas mal marché, le tableau noir avec vous, parce qu'aujourd'hui, le niveau de nos enfants est plutôt inférieur à ce qu'il était il y a 30 ans. C'est vrai, mais parce que, encore une fois, on n'a pas voulu utiliser les outils dont nous disposons aujourd'hui. Avant, il n'y avait que la craie et le tableau noir. Mais aujourd'hui, encore une fois, j'étais au forum du e-learning Africa. Nous avons tout pour généraliser la connaissance. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de mentalité aussi? Est-ce que nos jeunes ne sont pas désabusés? Et est-ce qu'une partie d'entre eux aussi ne cherchent pas la facilité? Ce n'est pas qu'ils cherchent la facilité, c'est qu'on ne leur a pas montré le chemin. Et c'est ça le désespoir. Et c'est la raison pour laquelle je dis il nous faut faire les états généraux de la jeunesse. Mais le mieux, moi je crois à l'exemple. Et vous êtes un exemple de réussite. Vous avez quand même bâti un empire à travers toutes vos activités, que ce soit dans l'architecture en tant que telle, mais aussi vous avez parlé de la route de l'acier et de l'aluminium, dans les télécommunications, les satellites, à un moment donné. On ne m'a pas écouté. Oui, mais on est en train de m'écouter quand même parce que les gens commencent à s'en rendre compte. Oui, continuez. Mais ce qui m'intéresse, c'est au-delà de l'idée et du visionnaire incontestable que vous êtes, comment est-ce qu'on implémente tout ça concrètement pour créer un succès, une réussite, au-delà de la réussite de Goudiaby, mais qui est une réussite beaucoup... Mais c'est de la gouvernance, c'est non seulement de la gouvernance, mais de la programmation globale. Vous, est-ce que vous aviez une vision pour votre entreprise? Je parle au niveau de l'entreprise. Bien sûr. Alors, c'est ça qui m'intéresse. Pour votre entreprise, vous vous dites, OK, vous quittez votre premier employeur, vous trouvez vos propres bureaux, vous montez votre propre cabinet. Qu'est-ce que vous vous dites? Déjà, quel est l'état d'esprit? Quels sont les premiers pas? Comment ça se passe? Mais je me dis d'abord qu'il faut travailler dur. Je ne veux pas venir sur ce qui m'a fait claquer la porte. Mmh. Bon, vous pouvez en parler, hein, si c'est pas... Non, on est encore... Non, les braises sont encore chaudes ou... Non, c'est que, bon, c'est des choses qui arrivent. J'ai claqué la porte et je me suis dit, Pierre, tu vas travailler dur et honnêtement pour gagner ta vie. Et comme disait Cheikh Mohamed de Dubaï, je me suis dit que la limite, ce n'est pas le ciel. Le ciel, c'est le commencement. Déjà, change la donne. Et je me suis dit que oui, si tu travailles
sérieusement et honnêtement, xaalis kenn du ko lijjanti, dañ koy liggéey. Si tu mets ça dans ta tête et que tu n'es pas là à faire des coups, parce que les coups, vous savez, comme je dis, par la grâce de Dieu, je fête mon 50e anniversaire, parce que j'ai toujours tout mis dans la droiture. Le 50e anniversaire du groupe Atepa. Oui, enfin, disons de mon entrée en architecture. Le groupe, il est un peu moins. Le groupe, il a 35 ans, 30 ans. Donc, mais ça fait 50 ans que je travaille. Et encore une fois, comme je dis souvent, quand j'ai fait la Banque centrale, j'avais 29 ans. Et à l'époque, à Dubaï, je vous ai donné le truc de Cheikh Ahmed, l'immeuble le plus haut, il faisait 10 étages. Nous, on était à 23. Et presque 45 ans après, les 23 niveaux sont toujours l'immeuble le plus haut de Dakar. À Dubaï, ils sont à 200 étages. Voilà l'état des lieux. Nous manquons d'ambition et de structuration de l'ambition. Cheikh Mohammed, quand il a dit « Sky is the beginning », il s'était dit voilà ce que je veux faire de Dubaï. Et il l'a fait. Et c'est encore une fois la gouvernance. Et la tête. Si la tête donne la bonne direction, il n'y a pas de problème. Vous êtes un bon manager aussi. Vous arrivez à motiver vos équipes, à créer une culture d'entreprise pour que les gens vous suivent. Mais sinon, c'est pas possible. Comment vous faites ? Quels sont vos secrets ? Quels sont les... Demandez à mes collaborateurs. Ils vous diront d'abord que je ne suis pas facile. Je suis très dur, très difficile. Très exigeant. Très exigeant, et ils le comprennent et ils l'acceptent. C'est ça la force de notre groupe. Ils l'acceptent. Je suis presque un tyran au travail. Et ils le savent. Et ils le savent. Parfois, ils passent à minuit, 1h, ils voient que mon bureau est allumé. Et ils disent, bon, si lui, il fait ça à son âge, nous ne pouvons pas faire moins. Donc, c'est ça. Donc, il y a... Pour répondre à votre question, parce que c'est ce qui me préoccupe également, qu'est-ce que nous devons faire pour redonner l'espoir aux jeunes ? C'est d'abord leur dire que oui, n'ayez pas peur, c'est encore possible. Seulement, soyez un peu patient. Mais en étant patient, faites de votre éducation une priorité. N'allez pas très vite travailler. Si j'avais fait ça, bon. Comme on dit, le Coran a dit, allez chercher la connaissance, même s'il faut aller jusqu'en Chine. Vous, la connaissance, elle est là. Prenez-la. Mais c'est aussi dans l'action qu'on acquiert la connaissance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester qu'au niveau théorique. Je pense que c'est aussi important de nos jours. Oui, c'est très important, mais c'est là où vient le rôle de l'État. Et si vous voyez ce ras-le-bol-là des jeunes qui en ont marre, c'est parce que l'État ne fait pas son travail. L'État, pour moi, la priorité des priorités, c'est l'éducation. Et qu'on refusez que vos enfants arrêtent leurs études. Il faut le refuser. Mais c'est pour ça aussi, il faut bien que, et c'est important ce que je vais vous dire, que nous puissions orienter nos élèves et étudiants vers ce qui peut leur apporter du travail. Moi, j'étais choqué un jour quand une de mes filles m'a présenté une nounou pour un de mes petits-enfants. Elle a fait 3 ans d'université. Et elle est nounou. Bac plus 3, nounou. Parce que nous n'avons pas su orienter les jeunes. Il ne faut pas leur laisser faire ce qu'ils veulent. Il faut leur dire, si tu veux être utile à ton pays, et eux tous, ils veulent être utiles à leur pays. Fais un petit sacrifice. Fais un petit sacrifice. Oriente-toi vers les filières techniques. Nous allons vers le pétrole et le gaz, nous y sommes déjà. Comme je l'ai dit, vous savez, quand j'ai fait ma petite incursion en politique,
et que j'étais candidat à la présidentielle, je vois qu'à l'époque on était 30 ou 20, aujourd'hui ils sont 200, c'est tant pis ou tant mieux. Je leur ai dit, quand je prenais par exemple le pétrole, et je leur disais que le pétrole que vous voyez là, c'est pas ce que vous prenez à la pompe. Les lunettes que je porte, c'est du pétrole à 99%. Le rouge à lèvres des femmes, c'est du pétrole. Le crayon des enfants, c'est du pétrole. Les tissus que vous avez, parfois, il y a 100% de pétrole. Parfois, oui. Donc, c'est les dérivés du pétrole. Vous avez de quoi donner du travail à 4 fois le Sénégal. Nous avons du coton. J'ai reçu l'ambassadrice en ma qualité de président du club. Je reçois tous les jeudis les ambassadeurs des pays avec lesquels nous travaillons. J'ai reçu l'ambassadeur du Pakistan. Je lui ai dit, nous avons pour ambition de faire Cotton City. Une cité où on va prendre notre coton, on va le transformer, on va faire des habits qu'on va exporter vers les États-Unis ou vers le reste de l'Afrique. Pourquoi ? Parce qu'il y a 5 ans, j'ai appelé mes amis tailleurs. Je leur ai offert un petit truc pour pouvoir aller voir ce qui se passe en Inde. Ils sont allés faire 10 jours en Inde. Ils ont vu qu'avec le prix d'une 4x4, maintenant d'ailleurs, ce n'est plus des 4x4, c'est des 8x8. Excusez du peu, mais des 8x8 avec l'argent de qui ? Mais enfin, ça c'est un autre sujet. C'est des 8x8. Avec le prix d'un 8x8 ou d'une 8x8, vous pouvez prendre le coton, une petite entreprise familiale, et sortir un t-shirt à la fin. C'est ça le développement. Quand ils sont revenus, ils m'ont dit et j'ai dit à l'ambassadeur du Pakistan, écoutez, nous voulons faire une coopération avec vous pour créer Cotton City. La semaine prochaine, ils vont revenir avec le cahier des charges, avec le projet de Cotton City. Parce que vous avez au moins 1, 2, 3, peut-être 4 millions de personnes qui vivent du tissu. C'est comme ça qu'on éradique la pauvreté. Qu'est-ce que nous allons faire pour qu'à Cotton City, puisque nous avons du coton de la Sodefitex, je sais qu'il y a un Turc qui achète pratiquement la moitié du coton. J'ai pris rendez-vous avec lui la semaine prochaine pour lui dire, papa, le coton là, bon, tu vas prendre la moitié, mais l'autre moitié, qu'est-ce qu'on fait pour que tu le développes ici ? C'est ça qui va nous faire sortir de la pauvreté. Rien d'autre. Transformer, encore transformer, beaucoup transformer, toujours transformer. Et ça dans tous les secteurs, parce que vous parliez aussi de Financial City, au niveau de l'actuel port de Dakar. Là, il y a Cotton City, il y a la route de l'acier et de l'aluminium. Il y a également et surtout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Comment faire une relecture de la pêche artisanale. C'est très bien beau, c'est beau les photos qu'on prend de nos pirogues avec les décorations. Vous le savez mieux que moi. Les immigrés, la plupart d'entre eux, c'est des fils de pêcheurs. Parce qu'ils ne trouvent plus le poisson. D'abord, on a fait des accords bidons. Et je le répète, des accords bidons avec l'Union européenne, qui pour des miettes, pour, je crois, 15 milliards de francs CFA, tous les 5 ans, oui, vérifiez ce que je vous dis, prennent l'autorisation, pour ne pas dire le contrat de pratiquement piller nos ressources. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit, nous, le club des investisseurs, nous allons faire un chèque de 15 milliards. C'est tous les 5 ans. On négocie avec les banques et qu'on nous laisse nous négocier avec les gens. Et vous parliez de négociation, qu'il m'arrivait d'être fin négociateur. Je redonne encore une fois pour attendre que quelqu'un me dise que c'est pas vrai. Quand on a négocié le zircon, le ministre qui m'entend, mais c'est pas de sa faute, il savait pas,
a signé 80 millions de dollars pour qu'on laisse une société qui a changé d'ailleurs exploiter notre zircon pendant 50 ans. 80 millions de dollars. J'ai dit au président, laissez-moi aller négocier, je suis votre conseiller spécial. Je paye mon billet, je paye mon hôtel, je ne vais avec personne, je n'ai pas besoin d'experts, j'y vais tout seul. Il me dit, vas-y. Je suis revenu avec 1,157 milliard de dollars. Le même contrat, le même endroit, la même ressource. 80 millions, 1,157 milliard de dollars. C'est le fait d'être sûr de soi. Absolument. Et également, attention, il faut également... comment je peux vous dire ça? Il faut bien se renseigner. Le renseignement, c'est tout. Et savoir à quoi sert le zircon. Je ne savais pas. Quand le président Ouad me l'a dit, parce qu'on devait faire une ville et il y avait le zircon, je lui ai dit, mais président, c'est quoi le zircon? Il dit, débrouille-toi, va voir, je crois que c'est le truc qu'on met dans les montres, c'est le faux diamant, etc. Et quand je suis allé sur Internet, encore une fois, j'ai vu que même dans l'industrie aéronautique... Partout, il y a du zircon. Merci. Quand j'ai su ça, j'ai dit aux gars, écoutez, vous vous moquez de nous. Vous vous moquez de nous. 80 millions pour tout ce qu'on vous donne. La minute d'après, on était à 200 millions de dollars. Quand on est arrivé à 400, ils m'ont regardé, on s'occupe de vous. C'est comme ça que ça se passe. J'aurais dit oui, je pouvais empocher 100 millions de dollars. 100 millions de dollars, c'est 600 milliards, c'est rien pour ces gens-là. J'ai dit, niet, vous ne pouvez pas m'acheter. Et on est allé jusqu'à 1 milliard. Donc c'est ça, et quand je vous parle d'éradiquer la corruption, il faut que les gens qui se laissent corrompre sachent que c'est leur corruption qui tue nos jeunes dans les océans. C'est ça, rien d'autre. Mais enfin, continuons. Vous avez justement fréquenté beaucoup d'hommes politiques parce que vous ne pouvez pas accompagner les présidents et vous avez travaillé avec tous les présidents du Sénégal, sans exception jusqu'à présent. Donc vous êtes aussi dans ce milieu-là où il y a de la corruption. Je ne dis pas que vous êtes dedans, mais vous avez travaillé dans tout ça, autour de tout ça, on va dire. Et vous avez une connaissance et une vision assez, je pense, claire de ce qui se passe vraiment. Vous restez optimiste en connaissant tout ça? Vous pensez qu'on peut encore s'en sortir en tant que pays, en tant que peuple, en tant que continent? Je vous dis, moi, quand je vois le ras-le-bol des jeunes, encore une fois, je leur lance un appel, ne brûlez pas, ne pillez pas. On vous a compris. Faites de l'éducation. Votre pneu a brûlé. Et vous allez voir que les choses vont changer parce qu'effectivement, eux tous, ils vous ont compris. Pourquoi vous pensez que le jeune là a autant de succès? Que je nommerai pas parce qu'ils vont penser que je lui fais encore de la publicité. Mais moi, ma question, c'est plus sur l'optimisme. Qu'est-ce qui vous rend optimiste aujourd'hui? Mais ce qui me rend optimiste, c'est que les gens sont conscients du fait que ça ne peut plus continuer comme ça. Et c'est ça qui me rend optimiste. Et je sais que dans 5-6 mois, bon, les choses vont changer. D'une manière ou d'une autre. Mais les choses vont changer. Et qui que ce soit qui sera là, sera obligé de faire ce que les jeunes demandent. Ils veulent que ça change de manière radicale. Ils veulent leur part du gâteau, parce que gâteau bi nak ñepp ko bokk. Ils veulent leur part du gâteau dans la plus grande transparence. Mais pour qu'ils aient leur part du gâteau aussi, il faut qu'ils fassent quelque chose de fondamental. Il faut qu'ils augmentent leurs connaissances. Et il faut qu'ils acceptent d'apprendre. Et encore une fois, permettez-moi de revenir sur le numérique et sur les nouvelles technologies. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous avons les moyens d'éduquer presque tout le monde. Parce qu'encore une fois, à l'indépendance, le Sénégal était devant la Corée du Sud. Devant les deux Corées d'ailleurs. 50, 60 ans après, on est loin derrière. Pourquoi? Ils ont
éduquer leur peuple. Il y a un seul mot. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi un régime un peu... Il y a la discipline. Je ne parle pas du régime un peu machin, mais il y a la discipline. Là aussi, je me souviens d'une rencontre que j'ai eue il y a une vingtaine d'années en Corée, où j'ai été et où j'ai justement rencontré les étudiants sénégalais qui étaient là-bas. J'ai dit, mais analysez la situation. C'est des gens disciplinés. Vous, quand on vous voit à l'arrêt du bus, que vous voulez, parce que vous voulez être le premier, rentrer dans le bus par la fenêtre, vous ne pouvez pas bâtir une nation comme ça. Ce n'est pas possible. Donc la discipline. Écoutez, c'est tout à l'heure, vous avez parlé de mindset. Il y a le mindset d'abord, y croire, ne pas avoir peur, et puis le comportement, donc la discipline, et puis les connaissances. Les connaissances. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez rien. D'accord. Et surtout, il faut que nos gouvernants puissent redonner l'espoir aux jeunes en faisant ce qu'ils doivent faire. Le suivisme, c'est terminé. Ça vous a pas dérangé de travailler avec certains chefs d'État, justement, dont on savait, parce que je pense que vous avez travaillé même avec Mobutu, ils ne donnaient pas forcément à leur peuple ce à quoi ils avaient droit. Ça vous a pas dérangé, vous qui êtes un homme? Ça m'a pas dérangé parce que ce que Mobutu aimait en moi, c'est que je lui disais la vérité, en toutes circonstances. Mais Mobutu avait quelque chose d'extraordinaire. Malgré... Non, mais parlons-en. Malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, c'était un grand patriote. D'aucuns me diront, patriote, oui, pour sa poche d'abord. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais c'était un patriote qui avait mis son pays, je ne parle pas de l'intérêt, mais son pays au centre de tout. Moi, je vous donnerai une petite anecdote pour vous dire que je n'ai jamais été gêné. Je lui disais la vérité. Et c'est peut-être à cause de ça qu'il avait beaucoup de considération pour moi. Il me dit, fais-moi un palais à Mbandaka. On prend l'hélicoptère, on descend à Mbandaka. Il est avec son épouse, je suis là. On marche pour aller voir le site là où je dois faire le palais. On dépasse une école où il n'y avait pratiquement pas de banc. On s'arrête. Je dis, maréchal, vous savez quoi, je ne vous ferai pas de palais ici tant que vous n'aurez pas construit cette école-là. Il me regarde, il me dit, mon vieux, toi, avec toi, je dis non. L'école d'abord, le palais après. Et vous savez quoi, 6 mois après, on a inauguré l'école. Le palais n'a jamais été fait parce que quand on a commencé, il a commencé à avoir ses propres problèmes. Donc c'est le genre de choses. Kinshasa, qu'est-ce que je faisais avec lui? Je n'ai pas fait de palais. On devait construire l'hôpital le plus moderne de toute l'Afrique centrale, le grand hôpital de Kinshasa. À l'époque, déjà 100 millions de dollars. Et je le lui ai imposé. C'est ce que je fais, moi, dans mon compagnonnage avec les chefs d'État. Je leur dis la vérité. Tout comme celui-là, je lui dis les vérités. Parfois, on s'entend, parfois, on ne s'entend pas. Parce que je lui dis ce que je pense. Surtout maintenant. Quand vous dites celui-là, vous pouvez dire son nom? Celui-là, mon président, oui, le président Macky Sall. Qui, comme il vous ne voulez même pas dire son nom? Non. Moi, j'ai beaucoup de considération pour le président Macky Sall. Il a fait des choses extraordinaires. Donc, j'étais le premier, en tout cas un des premiers, à lui dire de ne pas demander un 3e mandat. J'ai pas peur de le faire, de le dire. Et quand il a renoncé, le lendemain, il m'a vu. Alors, Pierre, tu es content? Je lui dis oui, monsieur le président. Je suis content pour vous, je suis content pour moi, je suis surtout content pour le Sénégal. Donc, j'ai pas à rougir de mon compagnonnage avec qui que ce soit. J'ai été très transparent avec eux tous, y compris le président Diouf. On fera les anecdotes. Je suis en train d'écrire un livre sur mes anecdotes avec les chefs d'État avec lesquels j'ai eu à travailler ou à cheminer. Donc quand vous voyez sans indulgence l'état de votre conscience, tout va bien pour vous. Je vois que vous avez appris la fable. N'est-ce pas? Voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, je dois avouer que, suivant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force mouton. Que m'avait-il fait? Nulle offense. Il m'est même arrivé de manger le berger. Je me dévouerai donc s'il le faut, mais je pense qu'il faut que chacun, comme moi,
puisse faire ce que je viens de faire. Ça, c'était il y a 70 ans. Ça, il y a 60 ans. Ça, c'est l'amoureux du théâtre. Absolument. Est-ce que vous avez eu vraiment des périodes difficiles? Parce que il y a une énergie, une passion qui est extraordinaire quand même quand on vous regarde jusqu'à aujourd'hui, quand on vous écoute parler, quand on voit tout ce que vous faites, tout ce à quoi vous vous intéressez. C'est quand même assez impressionnant. Est-ce qu'il y a eu des moments où c'était plus difficile, où l'énergie était moins là? L'énergie est toujours là, mais même dans des moments difficiles, comme tout le monde, j'ai eu des moments très difficiles, mais je me suis résigné à dire que ça fait partie de la vie. Comme disait Abdou Diouf, puisque vous parlez des chefs d'État, il disait que ce n'est pas que le chemin soit difficile, c'est que c'est difficile qui est le chemin. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il m'arrive très rarement de ne pas dormir, mais il m'arrive de ne pas dormir. Vous savez, j'ai un de vos collègues, qui une fois, quand je parlais de mes projets faramineux, parce que j'ai toujours eu beaucoup d'ambition, il me dit, vous êtes là à parler de milliards, moi j'ai même pas de quoi prendre le Ndiagandiaï pour rentrer chez moi. Je lui dis, mon cher, toi, si tu as un problème, c'est un problème de 10 000, 20 000, 30 000, 100 000. Tu peux toujours trouver quelqu'un comme moi ou un autre qui te dépanne. Mais moi, quand j'ai des problèmes, c'est des problèmes de milliards. Et je peux ne pas en dormir. Vous savez, Dieu, dans sa plénitude, a fait des choses avec un équilibre extraordinaire. Le bonheur, ce n'est ni l'argent, ni les considérations. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, j'en connais, et qui sont malheureux comme tout. Vous avez des gens qui n'ont rien et qui sont heureux. Comment faire combiner les deux? Je m'évertue à faire ça. Et encore une fois, pour moi, je ne peux pas dire que l'argent n'a pas de valeur, mais ce n'est pas l'essentiel. Au moment du Covid, vous êtes tombé malade. Ça a été assez dur, je pense. Comment vous l'avez vécu et qu'est-ce que vous en avez tiré comme leçon? Mais je dois d'abord dire que j'ai pu vaincre la Covid à cause de mes enfants et de mes gendres. Oui. Parce qu'ils étaient là. Quand bien même c'était contagieux, ils ont voulu venir dormir dans ma chambre. Et je crois que c'est une des choses qui m'ont donné la force de tenir. Et là également, la Covid, je crois, qui est une grande leçon d'humilité pour que nous puissions savoir que nous ne sommes rien. Quand ce virus-là te prend, tu ne peux plus rien faire de toi-même. Tu es à la merci de Dieu. Et ça vous fait revenir sur l'essentiel de la vie, qui n'est ni l'argent, ni les biens d'ici-bas. Je crois que c'était ça le message de la Covid. Il y a également que la Covid nous a appris à travailler autrement. Le télétravail. Quand je parle de télééducation, vous voyez ce que la Covid a fait. Donc, oui, c'était des moments difficiles. Mais moi, j'essaie toujours de trouver des parts positives dans les épreuves. C'est très important. Mais encore une fois, ça vous fait, encore une fois, vous rendre compte que vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien, mais vous êtes tout. Intéressant. Vous êtes tout. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, vous êtes la vie, vous êtes tout, c'est autour de la vie que tout doit se construire. Or, la vie, ce n'est pas que les biens matériels. La vie, ce n'est pas l'argent. Encore une fois, vous avez des gens qui sont fortunés et qui sont malheureux. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Ben, je crois que c'est la famille et les amis. Parce qu'en dehors de ça, tout le reste, c'est quoi? On aurait pu parler de plein de choses parce que vous avez plein de projets, vous avez fait plein de choses. On arrive vers la fin, mais j'ai un petit questionnaire à vous soumettre avant de vous laisser. Mais avant ça, je voudrais revenir sur une question parce que vous avez parlé de plein de choses et vous n'avez pas parlé de Dieu et pourtant je le sens très présent dans tout ce que vous dites.
Oui, pour moi, Dieu, c'est l'architecte suprême. Et nous lui devons tout. Votre foi a une place importante? Oui, mais ma foi, elle est, je ne veux pas dire plurielle, j'ai une foi plurielle. Vous voyez, il y a des enseignements que j'aime dans le Coran. Il y en a que j'aime dans ma religion catholique. Je dois dire, pour m'en féliciter et m'en réjouir, que le Sénégal, en la matière, est une nation, un peuple extraordinaire. Parce que nous n'avons pas instrumentalisé la religion. Et encore une fois, pour parler comme Senghor, nous avons élu notre peuple, qui a 90-95% de musulmans, à donner un exemple au monde entier, en élisant et en le réélisant un chrétien catholique pratiquant à la tête de la nation. C'est ça qui fait la beauté de ce peuple-là. Et donc pour moi, la religion, elle est plurielle. Je suis chrétien, j'aurais pu être musulman. Trois de mes gendres sont musulmans. Plus de la moitié de mes petits-enfants sont des musulmans. Je prends ça comme une richesse du Sénégal. Donc je crois en Dieu, oui, mais je ne suis pas un fanatique de la religion. J'essaie de faire ce que la religion enseigne. Faire du bien, ne pas faire du mal. Toutes les religions révélées le font. Et pour moi, c'est ça le fondement de la religion. Faire du bien, ne pas faire du mal. S'éloigner des gens qui peuvent vous amener à faire du mal. Et également, considérer l'autre comme soi-même. Ce que tu veux pour toi, il faut le vouloir pour l'autre. Tant que tu n'es pas capable d'avoir cette générosité-là, à mon avis, tu as raté une partie de ta vie. Vous êtes quelqu'un d'assez pudique. Quand on discutait pour cette interview ou cette conversation, vous m'avez dit, moi, j'aime pas parler de moi. Oui, assez pudique. C'est une protection, Non, je ne sais même pas. C'est parce que, au fond, je me dis... vous savez, parfois, quand on parle de moi, je me retourne, je dis, mais de qui il parle? C'est pas de moi, quand même. Non, c'est... je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je suis moi, j'aurais pu être quelqu'un d'autre. C'est comme ça que je le prends. Je suis moi, mais j'aurais pu être quelqu'un d'autre. Et vous savez, j'ai mes vrais amis, mes grands amis, c'est les amis que j'ai depuis 60 ans, dont certains n'ont pas matériellement réussi comme moi. Et je ne peux pas les voir manquer de quoi que ce soit. Je ne veux pas ça. Parce que j'aurais pu être comme tout le monde. Comme dirait l'autre, hein, j'aurais pu être maçon, je suis architecte. Avec tous les établissements, les monuments et les bâtiments que vous avez réalisés, duquel vous êtes le plus fier? Ah, ça c'est une bonne question. Moi, je crois que je suis fier des choses qui vont arriver. Les villes nouvelles, on n'en a pas parlé. Nous avons pu sortir un modèle économique unique que je suis en train d'essayer de faire implanter dans... C'est toujours basé sur le foncier, comme vous l'aviez fait pour le Monument de la Renaissance. Oui, absolument. Bien entendu. Et je dois dire que j'en avais déjà parlé à nos autorités ici, qui ne m'ont pas suivi, malheureusement. Mais je pense que dans quelques années, quand ces villes nouvelles... Notamment le projet de Kitoko, je crois, Kitoko, à Kinshasa. En RDC, Kitoko, Lungi qui va commencer là, incessamment sous peu, en Sierra Leone. Incessamment sous peu, c'est quand? Parce que bon... on a fini les plans. On est pressé de voir. Hein? Dans 1 an, vous allez voir des chantiers démarrer. Wow. Dans moins d'1 an. Dans moins d'1 an, ça démarre. Et la ville est terminée dans quel horizon?
Bah, une ville, elle se termine jamais, Oui. mais on en verra dans 5 ans, vous verrez, vous pourrez circuler dans Kitoko si on nous suit, parce que là également, il peut y avoir des problèmes. Je n'en dirai pas plus. Mais dans quelques années, oui, vous pourrez certainement être dans Kitoko, dans Lungi, peut-être dans Futuro, en Angola, ou peut-être ici, au Lac Rose, parce qu'on va reprendre notre projet du Lac Rose. Ah, vous allez le reprendre? Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Ok, ça c'est très intéressant ça. Oui, on va, en fait, ce que nous avions voulu faire du Lac Rose du temps du président Wade, nous allons remettre ça sur la table, parce que c'était un projet structurant, c'était un bon projet. Donc Vous pouvez vous nous dire les grandes lignes? Oui, mais c'est toujours, comme je vous ai dit, basé sur le foncier, créer une SPV, faire une ville nouvelle, moderne, structurée. Je n'ai rien contre Diamniadio, hein, que ce soit très clair. Il m'est arrivé de féliciter le président d'avoir eu le courage de le faire. Bon, seulement, je pense qu'il faudrait en faire une relecture. Et au Lac Rose, on va vous déployer un modèle économique du genre de ce que nous faisons actuellement dans les autres pays, et nous demanderons aux autorités nouvelles, n'est-ce pas, même s'il y a une continuité, pourquoi pas, mais enfin, ça sera du nouveau, parce que je suis sûr que celui qui viendra, encore une fois, pour parler comme Senghor, fera une relecture de ce qu'il aura trouvé. Mais enfin, donc nous allons mettre ça sur la table et redonner l'espoir, justement, parce que c'est par ces structurations économiques que nous allons créer la richesse, que nous allons éradiquer la pauvreté. Parce que pour moi, c'est important. Mais bien sûr, tout ça, ça passe par la guerre à la corruption, la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, l'éducation, l'orientation de l'éducation. Parce que ne laissez pas les enfants faire ce qu'ils veulent. Non. On leur dit, si vous voulez une bourse, écoutez, j'ai rien contre les littéraires, hein. J'ai rien contre les littéraires. Mais si vous voulez une bourse, plus vous irez vers les métiers technique, plus vous aurez une chance d'en avoir. Moi, je pense que ça dépend quand même de la personnalité de chacun. Il y a des gens qui doivent aller vers leur passion, parce que c'est comme une vocation pour eux. Et puis, il y en a d'autres, effectivement, qui peuvent se permettre... Je suis d'accord, mais quand vous avez 80% des gens qui ont une passion pour quelque chose très utile, mais qui ne règle pas les problèmes, à la fin de la journée, bon, donnez-leur des incitatives, comment on dit incentives pour aller vers des carrières qui peuvent leur assurer du travail. Et plus que du travail, de la prospérité. La prospérité, j'aime pas trop ce mot-là, d'avoir de quoi vivre décemment et utilement. Plus utilement. Tout le monde est utile, hein. Attention, j'ai failli être metteur en scène, donc tout le monde est utile. Mais quand vous vous rendez compte que peut-être 70% de vos enfants vont dans des carrières qui ne leur assurent pas un travail après, pourquoi allons-nous à l'école? C'est pour pouvoir demain subvenir à nos besoins. Quand vous avez 70% de littéraires, vous savez, j'ai un neveu, je donne toujours cet exemple-là, qui est venu me voir un jour, il était à la fac. Ils étaient 1500 dans l'amphithéâtre. 1500. 500, c'est beaucoup. Fac de lettres. Je lui ai dit, écoute fiston, aujourd'hui tu vas arrêter. Je vais t'envoyer sur un chantier à Malabo, tu vas apprendre à être entrepreneur. Là, c'est entrepreneur. Aujourd'hui, il a une grande entreprise de construction, il gagne des millions et des milliards. Parce que je l'ai arrêté. Je lui ai dit, mon cher fils, tu ne vas pas continuer pour être chômeur après. Et c'est ça.
Et c'est encore une fois pourquoi je vous dis qu'il faut que nous ayons les états généraux de la jeunesse, y compris de l'éducation. Je sais qu'il y en a eu 36 000. J'ai critiqué le dernier. Quand j'ai dit, vous êtes en train, encore une fois, de rater le coche, on ne m'a pas écouté. On a fait comme avant. Et encore une fois, et je termine par ça, il faudrait que nous puissions nous départir de notre héritage de pays francophones pour devenir pays franco-anglophones. Franco-anglophones. Parce qu'encore une fois, si vous ratez le coche de l'éducation, demain, c'est les Pakistanais, c'est les Turcs, c'est les Philippins qui vont venir travailler sur nos plateformes. Et c'est demain, malheureusement, c'est déjà aujourd'hui. Regardez, demandez qu'on vous donne, dans le cadre de notre pétrole, là, des plateformes que nous avons déjà, les nationalités des gens qui y travaillent. Vous allez être ébahis. Si vous ne parlez pas anglais, vous ne pouvez pas avoir la forme. Et c'est là où il n'y a pas... Bon, je critique souvent le gouvernement, mais l'IMPG, c'est déjà quelque chose de bien. Institut national du pétrole et du gaz. Mais j'ai demandé au directeur de l'IMPG, que j'ai vu, parce que c'est nous qui faisons le projet, quand même, il leur arrive de nous laisser travailler. Quand vous dites vous, c'est avec le club des investisseurs ? Non, c'est vous, groupe le Atepa. cabinet Atepa. Ok. C'est nous qui faisons l'IMPG. D'accord. Alors, je lui ai dit, quid de l'IMPG virtuel ? Qu'est-ce que vous faites ? Parce que j'estime que former même 1000 personnes par an, c'est pas suffisant. Vous devez en former 10 000 par an. Donc, créez-moi l'IMPG virtuel, pourquoi pas, avec les nouvelles technologies. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, pour revenir sur ce que nous avions préconisé avec le président Wade, les fameuses cybercases. Et là, nous travaillons sur des cybercases en conteneurs. Vous venez, vous prenez 3, 4, 5 conteneurs, vous les déployez, vous avez l'énergie solaire, vous avez les panneaux qui sont déjà dans le conteneur, vous les déployez, vous avez la connexion, etc. Pour parler de connexion, quand vous avez une entreprise comme Orange, d'abord, ils ont intérêt à nous refaire le réseau parce qu'il ne marche pas. Vous avez une entreprise comme Orange qui vous dit qu'ils ont un bénéfice de 400 milliards, 500 milliards. Et vous ne leur imposez pas de mettre des cybercases dans 3000, 4000 villages. C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Enfin bref, on aura une autre occasion pour développer tout ça. Avec plaisir, parce que c'est vrai qu'il y a encore pas mal de choses dont on pourrait parler. Juste le questionnaire de la fin. Quel est votre principal trait de caractère ? Il m'arrive d'être autoritaire. C'est votre principal trait de caractère ? Oui, je crois. À la fin de la journée. À la fin de la journée, peut-être trop. Il faut demander à mes filles. Surtout à Diane, parce qu'elle subit ça tous les jours. C'est elle qui subit ça. Ok. La qualité que vous appréciez le plus chez les autres ? La générosité. Le défaut qui vous gêne le plus chez les autres ? La corruption et le mensonge. Quelle est votre définition du succès ? Être utile à sa société, à sa famille, peut-être et pourquoi pas à soi-même. Qu'est-ce qui vous rend heureux ? Le bonheur des autres. De quoi avez-vous peur ? Rien. Ça, vraiment. Alors là, rien. Si vous deviez choisir entre les deux, vous préféreriez être la victime ou le coupable ? Ni l'un, ni l'autre. Et quelle est votre devise, si vous en avez une, ou bien une citation qui vous tient à cœur ou... Sky is the beginning. Merci beaucoup, Monsieur Goudiaby. Merci, ma fille.